On a des organes, si on étudie la physiologie, vous étudiez 2 secondes, vous ouvrez un bouquin d'anatomie, n'importe lequel, vous l'ouvrez au chapitre respiration, on ne parle pas de la bouche. C'est même pas mentionné, quoi. Respiration, ça passe. Ils vous mettent le schéma, c'est nez, poumon, diaphragme, basta. La bouche, c'est vraiment un organe qui est parfaitement designé pour manger. Mastication, enzymes salivaires, la ptyaline, tout ce que vous voulez au niveau de la bouche, ça le fait. Par contre, pour la circulation de l'air, pour la turbulence et pour tout ce qui est protection avec mucus, antibactérien, etc., il y a presque que dalle. Il y a aussi des cellules à mucus qui permettent d'avoir un mucus antibactérien et antiviral. Donc ça, c'est un premier filtre immunitaire qui est, voilà. De nos jours, on parle beaucoup de pathologies respiratoires avec la crise qu'on connaît. C'est important de savoir que notre immunité, elle passe d'abord par notre respiration, hein, parce que ça rentre dans notre corps, tout ça. Mais ça, tu l'appliques, les pratiquants de musculation, ils connaissent très bien ce processus de surcompensation. Ils vont à la salle de musculation, ils se défoncent pendant 1 heure en soulevant des charges lourdes et de la fonte, ils mangent, ils dorment beaucoup, et le lendemain, ils ont plus de muscles que la veille. Ça, c'est une surcompensation. C'est l'expression même de la loi de l'hormèse. Et là, la discipline, c'est, j'ai de la discipline derrière tous mes actes au quotidien, et il y a certaines personnes qui me disent, mais pourquoi tu te fais du mal? C'est-à-dire, pourquoi tu passes toutes les journées à faire du sport le matin? Après, tu vas faire des bains froids. Après, tu vas faire du sauna. Après, tu vas faire des respirations. Après, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Pourquoi tu te fais autant, tu te tortures comme ça, quoi? Et lui, mais les gars, vous n'avez pas compris que ça c'est ce qui me passionne, quoi. Salut Pierre, merci de me retrouver. Super, Plaisir. comme je viens de te le dire, je suis ravi de te retrouver. C'est la première interview sur PMAX Performance Podcast avec un intervenant extérieur. Donc, c'est un plaisir. Je vais tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, il n'y en a peut-être pas beaucoup, ceux qui ne te connaissent pas, te laisser te présenter brièvement. Avec plaisir. J'espère qu'il y en a encore qui me connaissent pas, hein, parce que sinon, ça serait pas marrant finalement de faire ce jeu-là, même si c'est pas le but. Euh, Eh ben, écoute, moi, je m'appelle donc Pierre Dufraisse. J'ai beaucoup de casquettes de nos jours. Et j'ai un parcours qui est vraiment très éclectique, vraiment très différent dans tout ce que j'ai pu faire tout au long de ma vie. J'ai vécu longtemps au Japon. J'ai vécu 6 ans au Japon. J'ai travaillé, j'ai fait des études dans le monde du business. J'ai travaillé pour une grosse boîte française qui vendait des machines-outils au Japon. Donc j'étais responsable commercial là-bas. J'ai été très imprégné du mode de vie japonais, de la façon de vivre, de la philosophie japonaise, des samouraïs. Ça m'a toujours fasciné, ce côté du samouraï. Euh, voilà, leur hygiène de vie m'a beaucoup impacté et leur façon de faire. Euh, et puis, les événements de la vie ont fait que j'ai beaucoup perdu de proches. En fait, la mort a toujours été très présente dans ma vie, dans ma famille et dans ma vie, avec des décès très jeunes. J'ai presque pas connu de grands-parents, par exemple. Je les ai perdus très tôt. Et puis, mon père aussi, quand j'avais dans la vingtaine. Ce qui fait de plus en plus que j'ai porté mon intérêt vers les techniques de renforcement naturel et tout simplement la prévention, en fait, la recherche de prévention en termes de santé. Comment on peut faire en amont pour prévenir ces problèmes de santé, des maladies, etc. Est-ce qu'on peut pas pousser un petit peu la chose plus loin pour voir s'il n'y a pas des potentiels en nous à débloquer, hein, si on ne devrait pas revoir notre copie par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et tout ça, ça m'a poussé vers la naturopathie, qui est vraiment, pour moi, la science de la prévention. C'est-à-dire, normalement, on ne doit pas aller voir un naturopathe quand ça va mal. On doit aller voir quand ça va bien pour qu'il nous dise comment rester dans cet état-là. C'est-à-dire, voilà, je vais vous donner des conseils pour garder ce cap-là. Et donc, la naturopathie a été une de mes formations premières en termes dans le monde de la santé. Et après, ça a été 3 à 4 formations par an autour de l'hypnose, autour de préparateur physique, préparateur mental. Qu'est-ce que j'ai eu comme d'autres diplômes et certifications? Bah, je suis allé voir Christian Thibaudeau, je suis allé voir Julien Pinault, je suis allé voir
des grands noms comme ça, je vais aller voir Ido Portal, des grands noms de la préparation physique et surtout voilà, des gens qu'on apprécie pour leur sagesse et leur vision qui sont généralement extrêmement larges. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas étriqués dans un certain domaine. Et tout ça m'a donné envie non seulement d'en faire mon métier, mais aussi de le partager sur les réseaux. Et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Vérisme TV, et sur laquelle je me régale à parler de physiologie avec mon tableau qui est juste là. Voilà. Ouais, c'est Jean-Luc, c'est ça qui est derrière toi. Exactement. Bon, en tout cas, on y reviendra sur cette chaîne que tu as lancée depuis quelques années. Mhm. Tu as parlé aussi de certains épisodes qui t'ont construit, dont j'ai écouté tes podcasts aussi, parce que les podcasts, c'est un format que tu as lancé un peu plus récemment, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est ça? J'en parle pas assez souvent. C'est rigolo. J'ai oublié de le dire, mais je fais des podcasts qui s'appellent les podcasts de l'antifragilité. C'est vrai que c'est assez neuf et nouveau pour moi, donc je le fais de manière un petit peu pas confidentielle, mais un peu plus, j'ai un peu plus le côté privé ou c'est un peu plus privé, ouais. On va dire surtout dans les propos, alors que sur YouTube j'essaye d'être carré et puis de m'adresser à tout le monde, etc. Euh, et oui, dans les podcasts, je partage des choses qui sont un peu plus privées. Ok, c'est top parce que ça m'a marqué, c'est profond ce que tu dis et on voit que ben, je voulais te poser la question à la base pour te dire comment tu en es arrivé là, à vouloir transmettre, à vouloir informer les gens et tu viens de me répondre que c'est tout un tas d'épisodes voilà, qui t'ont formé et qui t'ont, on va dire, boosté dans ce sens, quoi. Mais c'est exactement ça. Dans un des épisodes, par exemple, du podcast, je parle de croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, c'est un concept qui est soulevé par Nassim Nicolas Taleb, dont je parle énormément et à qui j'ai allègrement piqué ce terme d'antifragilité. Euh, et la croissance post-traumatique, c'est vraiment ce concept-là que les épreuves en fait qu'on rencontre dans notre vie, généralement surtout en Occident. Il y a d'autres cultures, par exemple le Japon, mais d'autres, qui considèrent que ces épreuves dures forment les gens. Et dans les anciennes cultures, on avait les rituels de passage de l'âge pour passer à l'âge adulte. Hein. On devient un enfant à un âge adulte et on soumettait une épreuve à cet enfant pour qu'il devienne un adulte. Et s'il réussissait, on le considérait comme un adulte dans le clan, la tribu, etc. Maintenant, on n'a plus ça. Hein. Et toutes les épreuves dures de la vie, on se dit, ah, le pauvre ou la pauvre, ah, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Et on s'apitoie sur quelqu'un. Et ce sentiment de pitié, pour moi, c'est le plus néfaste et délétère pour un individu. Si vous voulez aider quelqu'un, surtout, ne lui donnez pas votre pitié. Allez vers lui avec, ou vers elle, avec des bons conseils, en lui donnant confiance, en lui disant qu'il ou elle va rebondir, mais surtout, n'allez pas vers elle avec un apitoiement. Pour moi, c'est mortifère. Et la croissance post-traumatique, elle nous dit bien que certes, un événement peut être traumatisant, c'est-à-dire sur le moment, ça va être dur de traverser une épreuve, aussi dure soit-elle, physique comme mentale, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez en ressortir grandi et renforcé, parce que vous allez en ressortir. Si vous en ressortissez, si vous en ressortissez pas, évidemment, c'est que le stress était trop intense et ça vous a coûté la vie. Mais si vous continuez à vivre derrière ça, il y aura des parties dans vous qui seront renforcées. Je vous ai parlé de la perte de mon père. Et ben voilà, c'est un très bon exemple. Quelque chose qui m'a consolidé, qui m'a fait sans doute prendre énormément en âge, entre guillemets, en maturité, on va dire. Euh, il y a des côtés sans doute qu'on va qualifier de négatifs, mais la leçon de l'histoire, c'est qu'on est forgé par ces histoires-là. Il ne faut pas seulement y voir un côté négatif, mais y voir une vraie croissance à chaque épreuve de la vie. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est à peu près Ouais, ça, je pense, la c'est, réponse. c'est super. Moi, ça me parle. J'espère que ça parle aussi à tous ceux qui écouteront. Euh, j'ai, j'avais une question parce que tu parles beaucoup de Nicolas Taleb. Je me le suis noté dans des livres. Je ne connaissais pas forcément cet auteur. Mais ce dont tu parles, ça fait aussi écho au phénomène de résilience, en fait, que les gens connaissent un peu plus parce que c'est vrai que depuis quelques années, on parle de Boris Cyrulnik, de la résilience. C'est un peu aussi cet aspect-là.
Et tu Ah, parlais d'antifragilité. Euh, dans ma bibliothèque, j'ai un livre aussi, on va dire que dans le domaine de la préparation physique du sport, ce terme d'antifragilité, il est devenu un peu plus utilisé avec le livre de Benjamin Delmoral, où il parlait d'antifragilité dans le sens où on se doit, en tant que coach, en tant que préparateur physique, d'accompagner nos athlètes vers un, un sentiment, enfin, vers une prévention générale pour devenir antifragile. Alors, il y a, on va dire, l'antifragilité psychologique, mentale et cette forme de résilience dont tu parles, et aussi l'antifragilité physique. Et c'est vrai que les deux notions sont quand même importantes. oui. Alors, il y a peut-être une petite différence à faire et un point sémantique à faire parce que euh, euh, cette antifragilité dont je parle, c'est vraiment à rapprocher par rapport à la loi de l'Hormèse. Euh, L'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, c'est différent de la robustesse et de la résilience parce que quelque chose qui est robuste ou résilient, il est toujours jusqu'à un certain point. Il prend l'image du phénix. C'est-à-dire le phénix, tu peux le tuer, et il renaît toujours de ses cendres. Mais il renaît de ses cendres et pour réapparaître au même point. Tu vois, c'est toujours le même phénix, quoi. Il s'est pas amélioré, il n'y a pas une troisième aile qui lui a poussé dans le dos, c'est toujours le même. Et ça, c'est la robustesse. C'est-à-dire, une barre de fer, c'est robuste jusqu'à ce que tu arrives à trouver la bonne contrainte et la bonne force pour la casser. Ce qui est antifragile, c'est ce qui va se renforcer par rapport à l'exposition à la volatilité, c'est-à-dire aux événements hasardeux de la vie. Pour ça, il prend l'hydre de Lerne. C'est-à-dire, c'est une hydre à 6 têtes, tu lui coupes une tête, ça devient une hydre à 7 têtes. Le fait de couper une tête en fait repousser deux. En fait, à chaque fois, à chaque choc, elle se renforce. C'est comme si tu avais une porcelaine, tu la lâches, elle se casse, elle est fragile. Si la porcelaine, tu la prends en métal, tu la lâches, elle se casse pas. Elle est un peu cabossée, mais elle se casse pas. Donc elle est résiliente, hein, elle est résistante par rapport à la porcelaine. Et si tu prends par contre une espèce de porcelaine, nouvelle génération, que tu lâches, et à chaque choc, elle se renforce, et ça te permet de la lâcher encore plus haut, ça, c'est une antifragilité. Donc tu vois, l'antifragilité, c'est pas la robustesse ni la résilience. C'est un concept qui dépasse tout ça et qui est en lien avec notre hormèse en nous, c'est-à-dire la capacité d'un système complexe à se renforcer quand il est soumis à des agents stressants. Et c'est ça le truc, c'est que il faut pas comprendre, faut bien voir que nous sommes antifragiles et que ce concept-là, il est différent de la fragilité et de la robustesse. Sinon, on va croire qu'on est robuste et que donc on n'est pas faible. Mais on est tous faibles. Tu traverses la route, tu as une voiture qui traverse, qui te fonce dessus, tu meurs. On faut pas se croire des Superman. On est des Superman au niveau de notre antifragilité, et ça c'est beau. C'est-à-dire on peut s'adapter, on peut faire des choses complètement dingues, on peut aller dans des bains froids, on peut faire, voilà, j'adore m'éclater là-dedans. Mais je n'en oublie pas non plus ma condition de mortel. Et ça c'est important de se le rappeler. Donc, parce que sinon on s'accorde jamais le droit d'être faible. Et si tu t'accordes pas le droit d'être faible, tu t'accordes pas le droit d'aller vers autrui pour demander de l'aide. Et demander de l'aide, surtout en période actuelle, c'est hyper important de se rendre compte qu'on a besoin des autres. Donc, tu vois, il y a une sémantique à faire pour bien comprendre ces concepts-là. Sinon, les mots sont utilisés, et je le vois aussi popper un peu partout, le terme d'antifragilité, hein, mais très souvent, c'est mal compris. Parce que le livre Antifragile de Taleb, il fait 900 pages, je crois. Euh, c'est c'est extrêmement dur à lire parce il a résumé en fait euh, au bas mot toute sa vie dedans. Hein, c'est tous ces livres avant, le livre Procuste, c'est le Signe Noir. Il a essayé de les résumer en un seul bouquin qui est énorme. Et à mon avis, les gens qui utilisent le mot antifragile, ils n'ont pas lu le livre de Taleb. Ils ont juste vu que ça faisait super cool d'utiliser le terme. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je comprends. Merci pour les explications. J'en peux. Alors, comme je te disais tout à l'heure en intro, c'est déjà intéressant qu'on ait parlé de ces sujets. Euh, il y aurait plein de choses à dire parce que je trouve ça passionnant tout ce que tu présentes. Euh, et je pense que, on va dire que les gens qui m'entourent et qui me connaissent aussi savent que je suis un perpétuel étudiant. Je pense, hyper important de continuer à se former parce que tout évolue très vite et la connaissance, elle est infinie. Donc, voilà. On va dire que les trois socles que j'aurais voulu aborder, c'était le thème de la respiration nasale, Mhm. qui me passionne vraiment.
la loi de l'Hormèse, donc cette notion de devenir fort dans l'inconfort, comme tu viens de le dire. Et la dernière notion, c'était la notion de discipline. Voilà, donc on va se restreindre à ça si ça te On va va. se régaler surtout, c'est des beaux thèmes. Hein. Ouais, c'est des beaux thèmes. J'espère que les gens se régaleront autant que moi. Au niveau de Mm. la respiration nasale, alors j'encourage déjà aussi toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage d'aller sur ta chaîne, Verisme TV, avec tout un tas de vidéos explicatives sur ce sujet. Il y a aussi les formations. Alors l'objectif, c'est pas de faire tous les modules de formation que tu as présentés sur ton site, hormes.com. Mais c'est une formation moi, que j'ai suivie. Je trouve qu'elle est vraiment passionnante et qualitative. Au niveau de la Merci. respiration nasale, et c'est bien fait. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur, on va dire, le sport, la gestion du stress, la régulation de son poids et des pathologies? Mhm. Ouais, j'espère on a 3 heures devant nous, hein, parce que Ouais, de non, manière, on va rester simple et succinct et oui, ça oui, permettra oui, c'est de clair. donner envie aux gens d'aller rechercher davantage. La respiration, c'est tellement fou tout ce qu'on peut faire avec. Les cultures anciennes, le yoga, la médecine traditionnelle chinoise, toutes les cultures, même la médecine hippocratique, ils en revenaient toujours à ces fondamentaux-là et cette respiration-là, c'est un fondamental. Peu importe ce que vous recherchiez, la pleine santé ou la performance. Euh, Moi, j'ai été formé donc à tout ça par Patrick McKeown et Brian McKenzie, qui sont pour moi les deux grands messieurs de la respiration. Alors, Brian McKenzie, c'est un peu plus côté performance et sport que McKeown, bien que maintenant, son programme Oxygen Advantage, il touche les coureurs de l'équipe de France, il touche en cyclisme, etc. Il touche le haut niveau dans le sport. Euh, et tous ont ce point commun, quand même, de parler alors, de la tolérance au CO2, mais pas que, mais surtout de la respiration nasale. C'est-à-dire, bon, on a des organes, si on étudie la physiologie, vous étudiez 2 secondes, vous ouvrez un bouquin d'anatomie, n'importe lequel, vous l'ouvrez au chapitre respiration, on ne parle pas de la bouche. C'est même pas mentionné, quoi. Respiration, ça passe, ils vous mettent le schéma, c'est nez, euh, poumon, diaphragme, basta. Donc, à partir de là, il faut se poser les bonnes questions. La bouche, c'est vraiment un organe qui est parfaitement designé pour manger. Mastication, enzymes salivaires, la ptyaline, tout ce que vous voulez au niveau de la bouche, ça le fait. Par contre, pour la circulation de l'air, pour la turbulence et pour tout ce qui est protection avec mucus, antibactérien, etc., il y a presque que dalle. Alors que le nez, lui, il a des turbines qu'on appelle alors c'est les méas et les choanes qui forment des espèces de tuyaux qui permettent d'augmenter en fait, comme des petits tuyaux, la turbulence de l'air, c'est-à-dire l'air va vibrer beaucoup plus fortement que si vous faites rentrer dans un gros conduit comme la bouche, ce qui va faire plein de choses. Déjà, ça va faire tomber les grosses molécules dans le fond de la cavité nasale, récupérées par les cellules ciliées, c'est-à-dire tous les poils que vous avez au nez, qui vont capturer les impuretés. Et dans ces cellules, il y a aussi des cellules à mucus qui permettent d'avoir un mucus antibactérien et antiviral. Donc ça, c'est un premier filtre immunitaire qui est, voilà. De nos jours, on parle beaucoup de pathologies respiratoires avec la crise qu'on connaît. C'est important de savoir que notre immunité, elle passe d'abord par notre respiration, hein, parce que ça rentre dans notre corps, tout ça. Donc, premièrement, l'aspect immunitaire est très important. Cette turbulation de l'air, elle réchauffe l'air. C'est-à-dire que l'air qui va rentrer dans vos poumons, il va être à température corporelle euh, grâce à ce réchauffement de l'air de la cavité nasale, ce que ne procure pas l'air qui rentre par votre bouche. Et puis, on a des sécrétions gazeuses qui sont différentes. Il y a 25% de notre oxyde nitrique, hein, un gaz qui est très important, qui est un vasodilatateur majeur dans le corps, qui est sécrété par la cavité nasale, au contact de l'entrée de l'air dans la cavité nasale. Ce oxyde nitrique, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vasodilater, il va ouvrir les conduits respiratoires, donc l'arbre bronchique, mais aussi ce qui se passe dans notre sang et tous nos capillaires sanguins. Au niveau sportif, ce que ça veut dire, c'est une meilleure oxygénation du sang, des muscles, pardon, avec des capillaires qui s'ouvrent beaucoup plus. Hein, c'est la vasodilatation produite par l'oxyde nitrique. Ça va être l'utilisation
du diaphragme beaucoup mieux, hein, d'une manière beaucoup plus facile, parce que la respiration nasale est directement connectée au diaphragme. Donc, on a une respiration qui est beaucoup plus ample et complète, qui utilise le bas des poumons complètement, la respiration horizontale par les côtes, les muscles intercostaux. Alors que si vous observez quelqu'un qui respire par la bouche, vous allez très bien voir qu'elle est complètement partielle, sa respiration, est très haute, comme ça, au niveau des clavicules. Et ça, on comprend bien que non seulement l'entrée d'air et le rejet de CO2 n'est pas optimum, mais en plus, ça place la personne dans un état de stress et d'angoisse. Et ça, que vous soyez simplement attentif à votre santé ou un sportif en pleine performance qui veut pas rater son penalty, qui veut pas rater sa deuxième balle au service, qui veut être au top de sa forme sur le tatami au niveau voilà, s'il a besoin de faire du judo, il veut son point de focus, il veut la clarté d'esprit. Et ça, il ne veut pas être dans un état d'hyper-adrénaline où c'est vision tunnel et ma stratégie tombe dans les chaussettes. Je veux toujours être en contrôle de ce que je suis en train de faire. Donc ça passe par la respiration nasale. C'est vraiment une clé à utiliser. C'est pas la seule, hein, bien évidemment, mais c'est un des fondements vraiment de notre physiologie. Qui plus est, si on commence à s'intéresser à la respiration, on va savoir à quel point ça structure la posture. Les deux piliers du diaphragme s'insèrent sur la colonne vertébrale. Et pour tous ceux qui font du powerlifting ou de l'haltérophilie ou powerlifting et haltérophilie et musculation, tout ça, qui font par exemple je sais pas, moi, ils vont charger une barre, ils vont faire un squat, un back squat hyper lourd. On vous apprend dans les bons clubs et dans les bons programmes à faire le bracing, c'est-à-dire à bloquer au niveau de la respiration. Je prends fortement, je bloque. C'est normal. Hein. On essaie de faire un vase qui se tient, une espèce de contenant d'air au milieu du tronc cérébral qui se tient pour avoir une structure forte, pour structurer son tronc et sa colonne vertébrale. Donc ça, c'est hyper important au niveau de la structure entière du corps. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations, mais c'est déjà ça le principal. C'est déjà des bases qu'il faut comprendre. Et Ouais. ce qui est quand même malheureux, c'est que en fait, quand à peine le nouveau-né qui sort du ventre de la mère, c'est la première chose qu'il va faire, la respiration nasale. C'est des choses qu'on nous apprend pas forcément. On sait qu'il faut respirer par le nez, mais le nombre de personnes sportifs de haut niveau ou autres qui respirent par la bouche, qui nous disent ah ouais, mais moi, je dors toutes mes nuits avec la bouche ouverte. Quand je respire, quand je cours, c'est qu'avec la bouche, etc. C'est quand même un gros problème. Ouais, moi je vous conseille certains livres qui ont vraiment étudié ça. Alors vous avez récemment le livre de James Nestor qui s'appelle Breath, donc respirer, le verbe respirer en anglais, Breath, qui est génial parce que justement il s'est dit bon, tout le monde parle de la respiration nasale en ce moment, c'est très à la mode. Apparemment ça crée plein de bénéfices. Ben, moi je vais faire l'expérience inverse. Puisque on nous dit que c'est mauvais de respirer par la bouche, je vais mettre un pince-nez pendant 10 jours avec mon pote là, avec moi. On va rien changer à nos facteurs de vie habituels. C'est-à-dire que on va manger la même chose tous les jours. On va faire le même taux d'exercice physique tous les jours. On va dormir le même nombre de nuits. On va rien changer et on va juste isoler le facteur respiration. Et on va se forcer à respirer par la bouche pendant 10 jours. Et ils ont tout mesuré. Chaque jour, c'était prise de sang, etc., machin, pour voir comment ça évoluait. Alors, la physiologie est partie dans les chaussettes, mais c'était un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, tout. Ils se sont mis à faire des apnées du sommeil. Ils se sont mis à être angoissés toute la journée. Et ils se sont mis à avoir des douleurs, des inflammations. Ça a été terrible, terrible, 10 jours terribles. Et l'expérience d'après, l'expérience d'après, on passe 10 jours à respirer par le nez, on se met un scotch sur la bouche et on voit ce qui se passe. Et alors là, c'est l'effet inverse, évidemment. Ils dorment parfaitement, ils ont un mental focus, etc. Donc, bref, c'est très intéressant. En plus, après, James Nestor, il raconte pas que cette expérience-là. Il navigue à travers le monde pour aller voir vraiment les gens qui ont fouillé la respiration de fond en comble, que ce soit des scientifiques comme des maîtres yogis. Donc, très intéressant. Et il y a pas vieux, mais plus ancien livre qui s'appelle Jaws. Jaws, c'est comme la mâchoire, Jaws, et qui lui vraiment est focalisé sur
parce que sur la respiration nasale, hein, c'est pour ça qu'il a appelé ça mâchoire. C'est à quel point la respiration nasale, en fait, est ce qui va structurer toute le crâne, en fait. Parce que quand on respire par le nez, la langue se pose dans la bouche d'une certaine manière, ce qui, quand le bébé grandit, avec les os sont encore mous à consolider, etc., forme la mâchoire. Et si ça forme la mâchoire, qui est le point d'appui central quand on serre les dents pour l'entièreté de l'individu, qui est un des capteurs premiers en posturologie, ça aussi, ça fait une certaine pression au niveau des os du crâne et ça forme le crâne. Donc, c'est pas anodin de respirer par le nez ou par la bouche. Et ça, voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Ouais, c'est super. Il y a quelques semaines, j'avais vu d'ailleurs à ce sujet-là une conférence TED où un docteur parlait, je pourrais la remettre en lien, je n'ai plus le nom exact, mais un docteur parlait de cette formation du visage, même pendant l'enfance, qui pouvait être impactée d'un côté ou de l'autre sur des visages plutôt longilignes ou plutôt arrondis avec la respiration nasale ou buccale. Donc, c'est hyper intéressant. Mm. Tu as parlé, voilà, l'objectif c'est de rester quand même focus sur ce qu'on a annoncé au début. Tu as parlé de la propriété de l'oxyde nitrique. Moi, j'avais une question aussi à te poser. Dans ta formation, tu évoques l'importance de respirer parfois pour activer le système sympathique ou parasympathique avec la narine droite ou gauche. Est-ce que tu peux dire rapidement un petit mot sur ça et les sources à la rigueur si on veut aller chercher un peu plus loin? Ouais. Alors, les sources, elles vont pas être, comment dire, occidentales. C'est clair que ça c'est issu de la science du yoga majoritairement. Hein. Il y a des techniques, alors ça, vous pourrez en trouver des milliers. Par contre, si on veut vraiment des études scientifiques, il me semble que j'étais tombé sur une étude scientifique qui était pas mal, c'est-à-dire vraiment qui semblait être de qualité, parce que je pense qu'il y en a, mais ça laisse à désirer généralement, quoi. Il me semble en avoir trouvé une il y a quelques temps qui était pas mal. J'essaierai de la retrouver. Sinon, c'est vraiment la science du yoga qui nous parle de l'activation du sympathique par la narine droite et le parasympathique par la narine gauche. Et, et ça nous permet aussi d'être un outil de diagnostic, c'est-à-dire il y a par cycle alors il me semble que c'est 90 minutes. Et le cycle de 90 minutes dans notre horloge biologique, notre horloge circadienne, il est récurrent. Le cycle de l'attention, le cycle de la pulsation de certaines hormones. 90 minutes, c'est un cycle qui revient souvent, donc ces 90 minutes-là ne m'étonnent pas trop. Mais toutes les 90 minutes, on aurait un shift entre la narine gauche et la narine droite, c'est-à-dire il y en a une qui serait un peu plus bouchée, voire complètement bouchée, que l'autre. Voilà. Donc vous pouvez tester, hein, amusez-vous, voir si là vous essayez de respirer par la narine droite, ça passe, par la gauche, ça passe. Bon, si c'est à peu près égal, ok, pourquoi pas. Puis dans la journée, voir si c'est un peu plus bouché à droite, un peu plus bouché à gauche, et votre état d'esprit à ce moment-là, et votre état énergétique à ce moment-là, qu'est-ce qui vous dit? Et voilà, tester. Il y a certains exercices où donc on va mettre un petit peu de puissance derrière la respiration, donc inspirer puissamment par la droite, expirer puissamment par la gauche, ou l'inverse, et on va voir comment ça stimule ou inhibe le passage en mode sympathique, donc c'est-à-dire activation du système nerveux, système lutte-fuite, ou bien repos. Ça me place plutôt dans le parasympathique et ça me donne envie de me reposer. Voilà, ça passe par la pratique. Moi, pour la pratique, j'ai une corrélation par rapport à la théorie que nous enseigne le yoga. Je trouve que ça marche vachement bien. Charles Poliquin, qui était quand même un des grands coachs de force, euh, qui est malheureusement décédé, mais qui a coaché des athlètes olympiques à tour de bras, euh, il en parlait beaucoup. Il disait, moi, quand je monte en avion, si j'ai besoin de dormir, je me bouche la narine droite, je n'espère que par la narine gauche, j'essaye de faire une petite méditation et je m'endors tout de suite. Euh, et voilà, il parlait beaucoup de ça. Mais c'est vrai que les études occidentales sur ce thème-là, j'ai l'impression manquent un peu. Il faudrait que je recherche parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé PubMed ou. Voilà. Ok. J'ai écouté il y a quelques jours aussi un autre podcast, j'écoute beaucoup de podcasts de Upside Strength de Sean Peel, je sais Ouais, pas si ouais, tu connais, ouais, où il interviewait Ruben Valero. ouais. Et Ruben parlait de cette importance aussi des respirations droite-gauche. Alors, l'explication n'était pas encore très claire, mais c'est pareil, comme tu le dis, ça doit
le mieux dans toutes ces techniques, c'est aussi de se faire sa propre expérience et d'aller chercher ses propres réponses. Parce que voilà, la théorie est belle, mais la mise en pratique permet de voir vraiment ce qui nous correspond à nous. Donc, c'est sur toutes les respirations, sur toutes ces techniques, il faut se tester par soi-même. Ouais. Pour finir sur la respiration nasale, et après je continuerai sur le deuxième aspect, tu m'as dit au moment où on avait commencé à échanger que tu étais en train de former alors sans citer de club ou autre, mais que tu étais en train de former des staffs professionnels, notamment dans Ouais. le foot, Mm. à ce type de technique. Donc, est-ce que selon toi, c'est un manque, c'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, pas assez mis en place aussi, voilà, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports notamment? Ouais. Ah, mais c'est à chaque fois assez bluffant, et puis, mais ça me fait plaisir d'un autre côté d'apporter des outils qui sont complètement neufs. Mais oui, en effet, donc pour le centre SSCS Training, à qui je fais un gros coucou parce que c'est un super centre, il y a une formation qui est élite, un peu, voilà, plus haut niveau, on va dire, où c'est vrai qu'on a les prépas physiques, les kinés de certains grands clubs de Ligue 1. Donc c'est en off, je te dirai qui si tu veux, Ouais, euh, et euh, qui sont au demeurant super sympas et c'est devenu des bons potes. Mais c'est vrai que les premières fois, tu les fais respirer, ils te regardent avec des grosses billes comme ça, et on leur a jamais appris, quoi. C'est vrai, c'est un outil qui est, en tout cas en Occident, est méconnu, même totalement inconnu, même à haut niveau. Donc, ça rentre un petit peu dans les mœurs. Je pense que c'est assez bien démocratisé aux États-Unis, mais en France et en Europe, c'est encore, euh, c'est encore très loin. Donc voilà, j'ai été contacté aussi par une équipe de basket féminine. Donc c'est marrant que tu me contactes parce que je sais que toi tu es dans le football féminin et et là une équipe de basket. Alors c'est pas encore sûr que je travaille avec eux, mais à l'heure où je te parle, mais voilà c'est du sport féminin. Je connais moins et donc je suis très content de rentrer un petit peu dans ce milieu-là. Donc oui, ça perce, ça intéresse les gens parce que c'est un facteur, tu vois, comme le froid. Le froid, bon, ça commence à faire un petit peu de vagues, ça commence à émousser un petit peu Internet, et je me fais contacter de plus en plus par, ben voilà, des gens qui recherchent la performance pour le sport. Donc je suis très content parce que c'est ma passion, et j'étais formé, je suis prépa physique aussi. Donc je suis très content que ça perce là-dedans. Euh, et oui, pour répondre à ta question, à chaque fois, c'est très nouveau et il faut reprendre les bases des bases, passer par la physiologie, la compréhension du corps humain. Et après, on a des techniques, mais à tour de bras pour la résistance au CO2. Vraiment, cette tolérance au CO2, améliorer ça, entraînant pardon, l'hypercapnie, l'hypocapnie, euh, faire des superventilations, faire surtout du contrôle neuromoteur du diaphragme, des muscles intercostaux par le nerf phrénique, par les nerfs intercostaux. Donc vraiment travailler ce lien entre le tronc cérébral et le bulbe rachidien et les muscles de la respiration. C'est grosso modo la connexion cerveau-muscle qu'on développe en musculation. C'est tout simplement. C'est vraiment volontairement, est-ce que je suis en contrôle à 100% de mes muscles ou seulement à 20%? Et force est de constater que la plupart du temps, même à haut niveau, c'est 10 à 20%. C'est-à-dire, essaye de respirer uniquement par ton diaphragme et la personne, tu vois, les clavicules qui montent. Et bon, bah, là, tu pas du tout. La connexion n'a pas été faite. Donc, voilà, c'est intéressant à voir. Et puis, je pense que les prochaines années vont être marquées par tout ça. Le monde du CrossFit a été révolutionné par Chris Hinshaw, qui a commencé à entraîner Jason Khalipa et Rich Froning, et qui a, voilà, il leur a fait comprendre que la respiration et l'entraînement aérobique, même s'ils font du CrossFit et que c'est beaucoup d'entraînement en anaérobie, plutôt, voilà, lactique et lactique, la base aérobique et la respiration doivent être bossées parce que c'est votre structure, c'est la base de votre pyramide. Et sur ça, si ça c'est fébrile, vous essayez de poser de l'intensité dessus, ça va pas le faire. Donc, euh, donc voilà. Non, mais c'est clair et c'est évident. Je suis persuadé de ça. En fait, on fait la course, j'ai l'impression, depuis plusieurs années, même si j'ai pas voilà,
une grosse expérience, on va dire, dans ce monde-là, parce que je suis plutôt jeune dans ce métier. Mais par contre, je m'en rends compte qu'on est à la course à l'outil qui va coûter cher, qui va être innovant. Euh, et on en oublie souvent les fondamentaux, que ce soit dans la performance, dans la récupération. Parce que quand on parle récupération, alors oui, il existe plein de techniques de récupération. Il y a tout ce qui est aussi extérieur et qu'on ne fait pas soi-même, donc les massages, euh, toutes les techniques de kiné, les ventouses. Et en fait, les fondamentaux, comme tu dis, c'est tout simplement une bonne hydratation, un bon sommeil, euh, une bonne hydratation et une bonne alimentation. Donc voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudrait vraiment davantage sensibiliser dans le sport, mais même pas que, les gens en général, pour une meilleure santé. Et donc la transition, elle est trouvée, tu en as parlé un petit peu juste avant, mais au niveau de la loi de l'Hormèse, ce que tu prônes souvent pendant tes vidéos, pendant tes formations, est-ce que tu peux donc expliquer les différentes portes d'entrée dont tu Mhm. parles, que tu utilises quotidiennement et voilà, qui permettront à chacun d'al- de chercher leur level up, en fait, de se développer sur le plan personnel. Ouais. Ben, cette loi de l'Hormèse, elle est essentielle parce qu'elle nous constitue. C'est-à-dire, c'est pas un truc qu'on doit trouver, c'est déjà en nous. Faut bien comprendre qu'on est arrivé à ce niveau-là de complexité. Toi et moi, en train de faire un podcast sur Internet, en utilisant des micros et des technologies comme ça, en train de philosopher sur le pourquoi du commun. Eh ben, on est arrivé là à ce niveau de complexité parce que le vivant, il a tapé dans des murs. Et la contrainte, c'est-à-dire être de face à un problème, crée de l'innovation. C'est ça qui est important. Tout réagit par surcompensation face à un événement stressant. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose, et c'est quand il m'arrive quelque chose que c'est frustrant et que, en plus, si en plus je mets ma vie en jeu, alors là, la plasticité de mon cerveau va être telle que je vais inventer des nouveaux circuits neuronaux, je vais tenter des nouvelles choses avec des outils que je connais déjà, voire je vais inventer des nouveaux outils. Enfin, et ça, c'est de la surcompensation. Ça, c'est notre hormèse. L'hormèse, c'est tout simplement, c'est un phénomène biologique, en fait. Quand on soumet un stress à un organisme biologique, il a tendance à se renforcer, si et seulement si derrière, il y a une phase de repos qu'on appelle d'intégration suffisante. Donc, euh, l'hormèse, on peut très bien la bosser de différentes manières. C'est vrai que l'une des plus puissantes, c'est la raréfaction de nourriture. C'est normal. Si tu manges pas, tu meurs. Donc c'est normal que le corps, il déclenche des processus biologiques extrêmement puissants quand, depuis un certain temps, il n'y a pas eu de nourriture. Donc c'est vrai que le jeûne intermittent, c'est hyper tendance de nos jours. Beaucoup de gens en parlent. Malheureusement, c'est fait de la mauvaise manière. C'est toujours avec une métrique comme un objectif, c'est-à-dire on parle du 16-8, donc il faut jeûner 16 heures absolument. Et les gens vont plus du tout écouter leur ressenti et ils vont jeûner juste 16 heures en regardant leur montre et en étant dans un état d'anxiété maximale pour qu'au bout de 16 heures, ils cassent le frigo en mangeant n'importe quoi. Donc, généralement, c'est un peu n'importe quoi. Moi, j'aime toujours euh, prôner le fait que tout cheminement personnel, si c'est pas poussé vers, si ça n'aboutit pas à une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui s'analyse soi-même, euh, en termes simples, si votre cheminement personnel ne vous permet pas d'analyser votre propre narration interne, ce que vous vous racontez dans votre vie, et n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à vos actes, ben, ce cheminement-là, il est sans doute caduque. Donc, euh, le jeûne, ça peut être super, comme ça peut être un outil pas du tout adapté pour vous. Il faut savoir s'écouter. Donc, pour revenir à la loi de l'hormèse, quand on se met en période de jeûne, on a des processus adaptatifs, on a certains neurotransmetteurs et des hormones qui sont sécrétés, notamment la noradrénaline, l'adrénaline, une hausse du cortisol, les hormones thyroïdiennes, un boost d'hormones de croissance. Le corps, en fait, il va mettre en branle plein de processus pour être hyper alerte, pour repérer, pour aller chasser, pour aller cueillir un fruit, cueillir une plante, repérer dans l'environnement quelque chose qui pourrait être de la nourriture, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Tout simplement. C'est une stratégie de survie hyper claire, nette et précise. Donc, voilà. Savoir utiliser le jeûne intelligemment en écoutant ses ressentis, c'est ce que j'essaie de transmettre. Après, la respiration, c'est idem. Euh,
tu fais de l'apnée, poumon vide, poumon plein, en y mettant du mouvement ou pas, s'accumulent en toi des métabolites, donc des molécules qui sont des sous-produits de l'utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire, qui vont servir de signaux au corps pour dire, eh oh, il y a un problème là, on n'a plus d'air, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, tout d'un coup, bah, se déclenchent des processus en nous qui vont, sur le long terme, pouvoir nous renforcer. Mais ça, tu l'appliques, les pratiquants de musculation le connaissent très bien, ce processus de surcompensation. Ils vont à la salle de musculation, ils se défoncent pendant 1 heure en soulevant des charges lourdes et de la fonte, ils mangent, ils dorment beaucoup, et le lendemain, ils ont plus de muscles que la veille. Ça, c'est une surcompensation. C'est l'expression même de la loi de l'Hormèse. Donc, si on travaille bien, si on respecte encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, les facteurs essentiels de la santé, c'est-à-dire un bon repos, bonne alimentation, bonne hydratation, de l'exercice physique convenable, à la bonne dose, c'est-à-dire pas une hypoactivité, pas un surentraînement, mais juste ce qui me challenge moi, à la limite de mon adaptation, eh bien, après ça, je me repose bien, et ben, il va y avoir un gain. L'hormèse, c'est synonyme de gain. C'est surtout pas synonyme de douleur. Ça, c'est important aussi à comprendre. Voilà, l'exercice physique comme porte d'entrée, la respiration, l'alimentation et le jeûne intermittent. Après, on a mes petits chouchous qui sont l'exposition au froid et au chaud. Et là, oui, c'est sûr que j'ai été formé par Maurice Dobar, donc qui est le seul maître occidental reconnu par les Tibétains en yoga Tummo, qui est le yoga du froid, où c'est plus ou moins du hatha yoga, comme le yoga habituel, sauf que on a une exposition volontaire au froid en plus, où on va soit faire des assises dans la neige en maillot de bain par -20, et on reste 1 heure sans bouger, ou aller se baigner dans le lac gelé, voilà, nager sous la glace, se faire ce genre de choses. Tout ça dans le contrôle, tout ça de manière volontaire. Ça n'a rien à voir avec l'exposition au froid chronique et involontaire que connaissent malheureusement une grande partie de la population du monde. Hein. Il faut le souligner parce que cette question-là, elle me revient tout le temps. C'est oui, mais alors les SDF qui sont dehors, qui vivent dans le froid, comment ils font en hiver? Est-ce qu'ils se renforcent pas? Mais non, c'est pas du tout la même chose. Les pauvres, ils sont justement dans un état qui est complètement loin de leur messe parce que leur messe, c'est un stress ponctuel, puissant, mais qui est suivi par une phase de repos et qui permet le gain. C'est surtout pas, encore une fois, synonyme de douleur chronique. C'est pas la même chose. Donc, on a cette porte de l'entrée du froid également. Donc là, le froid, c'est pareil. Tu rentres dans un bain froid, toutes les cellules du corps te disent qu'il faut sortir. C'est radical. C'est la mort assurée. C'est alerte rouge maximum. Et pourtant, tu restes. Et là, il se passe en toi plein de choses. Déjà, au niveau mental, c'est gestion émotionnelle et gestion mentale, c'est des gains qui sont énormes. Mais en plus, si c'est fait à petites touches, c'est-à-dire, voilà, tu restes au début, tu n'arrives pas à prendre une douche froide plus de 10 secondes, c'est difficile. Et au bout de plusieurs mois, parce que tu as progressé, voilà, à ton rythme, tu arrives à faire un bain froid en hiver dans une rivière d'hiver à 4 degrés. Euh, Tu rentres dans la rivière, tu sors au bout de 15 secondes, tu vois que ta peau devient rouge écarlate parce que ton corps a mis en branle plein de processus pour euh, gérer au mieux la chaleur dans le corps. Il y a une vasodilatation de rebond, parce que quand tu rentres dans le froid, c'est une vasoconstriction extrêmement forte. Tout le sang est rapatrié au niveau des organes importants à protéger que sont le cœur, le foie, les intestins, etc. Mais en rebond de ça, quand tu ressors, tu as une sensation de chaleur parce que le sang est reparti à la périphérie quand tu ressors de l'eau. Tu as des boosts d'hormones de croissance. Tu as tout un tas de choses au niveau cardiovasculaire. C'est pas le lieu pour rentrer dans trop de détails, mais c'est assez fou ce qu'on est en train de faire avec le froid. Et il y a un monsieur qui s'appelle Wim Hof, qui est très médiatisé de nos jours, qui est un peu en train de réécrire les livres de physiologie quand même, parce qu'il fait des exploits. Il a 27 entrées au livre Guinness Book des records quand même, donc c'est pas rien. Et donc on découvre beaucoup de choses grâce à ça. Et puis après on a le chaud. Pour moi, le chaud, c'est l'ami des sportifs. Vraiment. En termes de récup, c'est assez fou. Donc sauna, hammam, bain hyperthermique que peu de gens connaissent, surtout les bains Salmanov. Tout ça, c'est super. Vraiment, c'est des outils qui devraient être dans la besace de tous les prépas physiques, coachs, etc. Si seulement si c'est bien fait. Parce que, pareil, le froid, il n'y a rien de plus anti-inflammatoire
Et après une grosse séance de sport, tu veux pas bloquer l'inflammation, hein, parce que c'est ça qui va être un signal pour l'anabolisme. Et combien de fois j'ai entendu soit des prépas physiques, soit j'ai vu sur Internet des vidéos de gars qui font des grosses séances d'entraînement, qui vont se jeter dans un bain avec des glaçons après. Ben non, vous envoyez deux signaux qui sont complètement contraires au corps. Vous bloquez l'inflammation, ce qui va bloquer l'anabolisme. Donc, il faut savoir utiliser tous ces outils-là et aussi comprendre que euh, tout ça, c'est très peu de choses par rapport à la qualité du sommeil, comme tu as dit tout à l'heure, ou l'alimentation, etc. Que la plupart de l'hormone de croissance, la GH, elle est produite dans la première partie de la nuit, qu'il faut soigner son sommeil absolument, et que l'utilisation du froid ou du chaud, ce que ça va faire, c'est que ça va faire soit un phénomène de phase advance, soit phase retard. Donc ça veut dire avancer sa phase de sommeil ou retarder sa phase de sommeil. Parce que sa phase de sommeil, elle est avant tout gouvernée par la lumière du jour, mais à l'intérieur du corps, chacune de nos petites cellules, par exemple de notre pancréas, il n'a pas des lunettes pour voir où est le soleil. Ça, il ne sait pas faire. Il n'y a que l'œil qui sait. La manière de communiquer dans tout le corps entre les cellules, c'est la température, en fait. Et notre température, elle a tendance à monter dans la journée, puis à décroître à partir de 16 heures, de 15-16 heures, pour arriver à un point où ça va nous faire comprendre à toute l'information qui va circuler dans le corps, ça va être, il faut aller faire dodo, il faut baisser le rythme métabolique pour aller au dodo. Ça, c'est en fait, la température, c'est notre réseau Internet interne. C'est comme ça qu'on communique. Les cellules communiquent entre elles. Donc, prendre une douche froide ou faire un sauna, à telle ou telle heure, ça peut déplacer votre courbe à droite ou à gauche, donc vous faire repousser le sommeil ou avancer le sommeil, légèrement. Donc, l'outil est toujours génial, mais un outil, c'est toujours à adapter à la personne. Et là encore, il y a des grosses erreurs qui sont faites, même à plus haut niveau, avec ces outils-là. Donc, c'est pour ça que j'essaye du mieux que je peux, d'abord, de faire comprendre la physiologie et après, de proposer des outils qui vont être adaptés à chacun et à chacune. Voilà. C'est très clair, c'est très clair. Et c'est aussi notre job, je m'inclus aussi dedans, de pouvoir, voilà, parce qu'on pense qu'un sportif de haut niveau est expert dans l'activité physique, dans la récupération, dans la nutrition. Ce n'est pas le cas. Et surtout, il ne faut pas croire que en fait, ces différentes portes d'entrée dont tu as parlé, euh, le sport est entre guillemets la meilleure si on oublie le reste. C'est-à-dire que si on est sportif de haut niveau, qu'on s'entraîne tous les jours, 1 heure, 2 heures, mais qu'à côté de ça, on s'alimente n'importe comment, qu'on dort très mal, qu'on se couche tard, etc., il y aura sûrement des effets encore plus délétères que quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, mais par contre, qui voilà, se met certaines fois dans un inconfort avec le chaud, le froid, qui s'alimente correctement, qui fait aussi du jeûne intermittent. Voilà, il faut arriver à mettre en perspective tout ça. Et le dernier aspect dont je t'avais parlé, c'est en lien avec ce que tu viens de dire, donc la loi de l'Hormèse, l'importance et les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer de ces différentes portes d'entrée et de cette recherche d'inconfort, ça va être surtout la discipline, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une fois par mois qui va amener des réels gains. C'est arriver à se créer une routine, une vraie discipline et qu'on va rendre pérenne dans le temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Ouais, ouais. C'est sans doute le point le plus important, sincèrement. Tu as très bien choisi de garder ça pour la fin, parce qu'on dit toujours qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Parce que là, on touche au fondement vraiment de qui nous sommes. C'est vraiment notre philosophie. Pour moi, la discipline, c'est vraiment un point qui est galvaudé, un terme qui est mal compris. Pourtant, il n'y a que ça qui est important. C'est comment vous menez votre barque, tout simplement. Et les gens entendent discipline, derrière ça, ils voient un militaire au garde à vous qui est forcé à faire des choses qu'il n'aime pas. Okay. Et vous avez tout faux. Hein. Je vous conseille les cours de Jordan B. Peterson, qui est professeur à Harvard ou à Stanford, je sais plus. On trouverait très facilement sur YouTube. Il a 6 millions de vues ou tout, enfin, des conférences qu'il a fait qui ont fait des millions de vues et qui parle de comment faire les bonnes résolutions de l'année ou son planning de la semaine. Euh, voilà. Et il dit bien à ses élèves, il dit, mais vous faites tout à l'envers. C'est-à-dire, vous programmez en fait les trucs qui vous font chier. C'est-à-dire, demain,
je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça à telle heure, je dois faire ça, etc. Et tous les trucs qui sont chiants, que vous n'avez pas envie de faire, en fait, vous essayez de les caler dans votre journée en vous disant c'est important. Et si je les note au moins, eh bien, le lendemain, j'aurai plus de chances de les faire, quoi. En gros, c'est ça votre stratégie. Alors que pas du tout. Il faut planifier. L'art de la planification, c'est planifier ce qu'on aime. C'est-à-dire, et après, c'est une négociation avec soi-même et ses impératifs familiaux et professionnels. J'entends bien, mais c'est d'abord planifier. Si vous aimez jouer au tennis ou faire du piano, mais bon, euh, je vais essayer de trouver un créneau entre 10 heures et 11 heures ou entre 13 heures et 14 heures avant de reprendre le boulot pour me faire la bonne demi-heure de piano. Euh, et après, bon, ben voilà, j'ai une négociation avec ma famille, avec mon job, etc., pour voir si c'est faisable ou pas. Mais vous prenez le problème à l'envers. Et tu vois, là, sur mon tableau, là-haut, on ne le voit pas trop, mais il n'y a que la moitié de la phrase. Il y a écrit aimer ce que l'on fait versus faire ce que l'on aime. Et le problème actuel, c'est qu'on essaye, mordicus, de coller à des dogmes et d'aimer ce que l'on fait. C'est-à-dire, ah bah, j'ai lu ou j'ai entendu Pierre dire que c'était bon de faire des bains froids. Je vais essayer d'aimer les bains froids, tu vois. Je vais me forcer à faire un truc qu'un autre fait, trouver une règle qu'un autre a inventée, à le faire. Et puis, parce que ça fait du bien, parce qu'on m'a dit que, donc parce qu'il y a un dogme qui me semble bien, je vais essayer de coller à ce dogme-là. Ça, je vais essayer d'aimer ce que je fais. Et si vous cherchez ça toute votre vie, d'aimer ce que vous faites, vous risquez de naviguer dans cette vie en perdition constante, dans le brouillard, pour arriver à la fin de votre vie et dire merde, j'aurais dû faire un peu plus ce que j'aime. Et c'est différent de faire ce que l'on aime. Faire ce que l'on aime, c'est, comme les disent les Japonais, c'est trouver son ikigai. C'est-à-dire trouver notre raison de vivre, ce qui nous fait vibrer, notre passion. Et une fois que tu fais ce que tu aimes, le terme de discipline prend un sens complètement nouveau. C'est-à-dire que là, la discipline, en fait, ça devient vraiment l'art de planifier au jour le jour ce que tu aimes faire. Et, et là, la discipline, c'est, voilà, j'ai de la discipline derrière tous mes actes au quotidien. Et il y a certaines personnes qui me disent, mais pourquoi tu te fais du mal? C'est-à-dire, pourquoi tu passes toutes les journées à faire du sport le matin? Après, tu vas faire des bains froids. Après, tu vas faire du sauna. Après, tu vas faire des respirations. Après, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Pourquoi tu te fais autant, tu te tortures comme ça, quoi? Et lui, mais les gars, vous n'avez pas compris que c'est ce qui me passionne, quoi. C'est ce qui me fait vibrer. Et on pourrait être autant passionné et être autant épanoui en plantant des clous, hein. Je pense que vraiment chaque tâche, ou en faisant des petits croissants le matin si on est boulanger, ou en faisant chaque métier et chaque tâche peut nous rendre heureux si ça nous correspond, si c'est ce qu'on aime, au lieu d'essayer de faire aimer ce que l'on fait. Vraiment, c'est dire, bon, j'ai m'accroché à ce truc parce que machin, parce qu'on m'a dit que. Et ça, malheureusement, c'est assez terrible. Et là, la discipline, elle prend le sens de, OK, il faut que je me force à faire ça. Il faut que je me force à faire des listes, tu vois, pour faire tous les trucs dans ma journée. Il faut que je me force à étudier l'anglais. Mais peut-être que ça te gonfle d'étudier l'anglais. Et que, par contre, le dessin, ça te met sur Jupiter et que tu pourrais passer tes journées à dessiner. Bon, ben là, il y a peut-être des pistes à explorer. Mais le problème, c'est que de nos jours, on vit dans la société de la diversion et que de passer du temps avec soi-même, à s'écouter soi-même, à vraiment écouter ses ressentis et sa narration interne, c'est devenu très rare. On a des écrans partout qui sont des fenêtres sur autrui ou l'autre monde et on est très peu tourné vers l'écoute interne. Vraiment, toi qui es prépa physique, tu dois le savoir. Quand tu montres un exercice à quelqu'un, quand tu fais faire quelque chose à quelqu'un, même à un sportif de haut niveau, et que tu lui demandes, ça va, comment tu te sens, comment ça s'est passé cet exercice, comment tu l'as ressenti, comment... Parfois la personne dit, mais je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Genre, c'est quoi la bonne réponse? Donne-moi la bonne réponse et je te dis, tu vois. Mais non, mais c'est pas à moi de te donner la bonne réponse. C'est toi qui as ressenti la chose. Non, ça, Et c'est la vrai. personne, elle est aux fraises. Aux fraises. Bien sûr, bien sûr. C'est top. Et c'est assez complexe et à la fois, comme tu dis, c'est quand on arrive à être aligné entre ses valeurs et ce qui nous fait vibrer au quotidien, ça devient quelque chose de fort sur le long terme, mais tellement puissant. Moi, j'ai des livres que j'ai adorés et j'avais récupéré une citation sur la discipline d'ailleurs, sur un livre que tu as sûrement déjà lu, c'était dans Miracle Morning.
Mhm. La phrase, c'était: chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il vous faut, vous façonnez votre identité et devenez le type de personne qui opte pour ce qui est facile. À l'inverse, lorsque vous faites ce qu'il faut et vous respectez vos engagements, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous développez la discipline nécessaire pour obtenir des résultats extraordinaires dans votre vie. La Mhm. discipline crée le mode de vie. Donc, voilà. C'est... Oui, tu vois, ce terme de confort et d'inconfort, il rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans le confort, jamais rien n'est advenu dans le monde du vivant, dans l'évolution du vivant. C'est-à-dire, dans un environnement confortable, un organisme vivant ne va pas changer sa structure. Ne va pas, tu vois, encore une fois, sur mon tableau, là, c'est un tableau qui est vraiment spécifique sur la plasticité neuronale. Euh, Votre cerveau qui est plastique, ça veut dire qu'il est capable de réinventer son architecture, comme une toile d'araignée qui serait capable de changer sa composition. Ok. Mais dans le confort, le corps ne va pas trouver la nécessité, ne va pas avoir la nécessité de changer son architecture, ne va pas changer les plans du cerveau pour rien. Il faut le mettre face à une épreuve. Il faut le mettre dans l'inconfort. C'est ça que nous dit Miracle Morning, c'est si vous cherchez la facilité, vous vous placez dans une zone de confort où, certes, vous allez pouvoir connaître un état de flow, je suis bien, même connaître de la créativité dans un état de flow. C'est souvent quand on est un peu groggy, endormi, même entre un demi-sommeil, qu'on se met à avoir des pensées qui sortent de qui sont vraiment créatives. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, je ne le recommande pas, qui prennent des substances voilà, hallucinogènes ou pour justement chercher. On sait que les artistes, parfois, dans l'histoire, c'est très connu, des gens qui ont abusé de certaines substances pour se mettre dans un état de transe et aller chercher ce moment créatif, etc., pour inventer une mélodie ou pour peindre ou pour écrire un poème, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais il ne va pas y avoir de restructuration de votre cerveau à ce moment-là. Vous n'allez pas vous transformer. Si vous voulez changer les choses vraiment, il faut vous mettre dans une situation nouvelle. Il faut vous poser un challenge à votre niveau. Et là, le cerveau, tel un architecte, va commencer à faire des nouveaux plans. Dire, bon, apparemment, il y a un problème et j'ai pas la solution. Alors, comment on fait pour trouver la solution? Alors, j'essaye la solution A, j'essaye la solution B, on change les plans. Et l'architecte travaille le jour, les maçons travaillent la nuit. C'est-à-dire que c'est la nuit, que, surtout au niveau de l'hippocampe et certaines autres régions du cerveau, on va consolider tout ça. Et les maçons vont construire les choses. Et c'est pour ça que vous avez galéré à essayer de jouer du piano la journée, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Ou tes joueuses de foot, tu leur montré un geste. Un jour, elles essayent tout l'entraînement, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Elles dorment bien, le lendemain, premier essai, ça passe. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? C'est pas une différence d'énergie. Hier, je me sentais pas bien, ou hier, j'avais mangé un truc pas bien, je me sentais pas bien, etc. Non, c'est pas ça. C'est que la nuit, les petits maçons dans votre cerveau ont travaillé, votre cerveau a été réagencé, et que le lendemain, la nouvelle route est ouverte, le building est monté, et là, vous pouvez faire. Le pattern est en place. Et c'est ça qui est important à comprendre. Confort et inconfort. Ouais, c'est super. Super, mais encore merci pour les explications parce qu'elles sont claires et je pense que c'est aussi pour ça que sur ta chaîne, tu as autant de commentaires positifs et de gens qui te suivent parce que on, voilà, on a beau être passionné de physiologie, plus ou moins expert ou même pas du tout, les explications, quand elles sont claires, elles parlent et elles impactent beaucoup plus. Donc, c'est top. Merci pour les explications. Euh, on est à peu près dans les délais, mais je m'étais listé quelques questions pour finir, des questions voilà, plus ou moins courtes, mais si ça ne t'embête pas pour conclure ce podcast Mais avec franchement, joie. qui était vraiment super. Mhm. La première question, c'était est-ce qu'il y a une chose que tu as découvert récemment ou pas forcément et qui te passionne là actuellement? Mhm. Euh, Il y en a beaucoup, parce que c'est vrai que c'est des grands domaines qui me passionnent et que j'aime autour de la physiologie et autour du vivant. Euh, alors récemment, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des réalisations déjà un peu plus philosophiques.
Parce que c'est quand même aussi ma passion, ça, étudier le pourquoi du comment. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon travail, c'était uniquement lutter contre la résignation. Moi, en fait, ce qui me touche le plus, et je m'en suis rendu compte, c'est quand une personne est résignée. C'est-à-dire, le discours, tu sais, surtout de la génération de nos parents qui, malheureusement, ont connu des temps très confortables dans la période des Trente Glorieuses. Ouais. Et qui donc, ouais, c'était le plein emploi, c'était facile, etc. Entre guillemets, hein, évidemment, chaque parcours de vie connaît des petites difficultés. Hein. Mais cette génération-là, elle a été biberonnée par les médias. C'est-à-dire, c'était l'arrivée de la télé, du journal, de TF1, France 2, de 20h, etc., où les médias avaient une prestance et une importance, c'était très pyramidal. C'est-à-dire, ce qui était dit dans le journal de TF1, c'était la vérité sur Terre. Et on ne pouvait pas le remettre en question. Et notre génération qui a grandi avec Internet, on a un peu plus un filtre à bullshit, et on va chercher nous-mêmes nos informations sur Internet, à checker les sources, on est un peu plus voilà, versatile, quoi. On va voir un petit peu à droite à gauche, et on est moins comme ça. Ce qui fait que ça crée malheureusement, on dit les temps faibles, les temps forts, les temps durs, pardon, créent des gens forts, mais les temps faciles créent des gens faibles. Et donc les temps faciles, bon, bah, ça a créé des personnes d'une certaine génération qui ont très facilement, qui disent, oh bah oui, mais je vieillis, c'est comme ça, tu sais. Voilà, quand on vieillit, on a le diabète ou on a le cancer, etc. Et Une fatalité. ça m'irrisse les poils, tu vois. C'est ce genre de truc, tu vois. Voilà. Et ou se dire, bah, c'est la vie, faut pas être comme ci, faut être comme ça. Et ça, cette résignation en fait du genre, je peux rien y faire. Et ce n'est pas de mon ressort. Et je peux rien changer. Et même, c'est même pas ça. C'est pas que je peux rien changer. Déjà, dire je peux rien changer, mais si tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est ne même pas avoir la force d'essayer. Et ça, pour moi, ça me foudroie. Tu vois, vraiment, c'est vraiment ce qui me fait très, très peur parce que j'ai vu que ça a touché des gens très proches de moi. Et j'ai vu à quel point ça tue l'individu, en fait. Hein. C'est vraiment, ça devient terrible. Mm. Donc, je me suis rendu compte que mon travail, il œuvrait avant tout pour lutter contre la résignation. Et donc, pour ça, tu redonnes de l'autonomie aux gens. En fait. Tu leur fais comprendre que voilà, ils sont autonomes et ils sont forts. Même s'ils sont fragiles, comme je disais tout à l'heure, ils sont aussi antifragiles. Ils ont aussi des forces en eux. Et ça, c'est aussi une résiliation au niveau du vocabulaire et de la sémantique, ce terme de résignation. Au-delà de ça, bon, ben non, il y a quand même des études dans des nouveaux, comment dire, sujets et thèmes qui m'intéressent énormément, que sont les neurosciences, la théorie du chaos, la physique quantique aussi, qui est très peu connue et galvaudée en ce moment, où on utilise le terme de quantique à tort et à travers sans connaître vraiment les bases scientifiques. Euh, voilà, non, C'est je creuse, voilà. super, super, super. Euh, As-tu des mentors, des gens qui t'ont inspiré, qui continuent à t'inspirer, sur lesquels tu t'appuies? Ouais. Il y en a pléthore, vraiment. Je les cite souvent, hein, j'essaie de les citer au maximum, parce que j'ai du mal avec les gens qui, justement, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se disent coach de machin chouette, et qui, en fait, qui font du copier-coller de ce qu'ils ont vu à droite et à gauche. Mm. Moi, j'essaie vraiment de citer, de vous dire, voilà les gens qui m'ont formé. Parce que si je suis allé les voir, euh, donc, il y a eu Maurice Daubard, comme je l'ai dit, grand maître, grand monsieur qui a œuvré toute sa vie pour la dignité des plus faibles. Il a donné toute sa vie aux SDF, il les a accueillis dans sa maison, il a tout fait, il a fait de l'humanitaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire et qui, en plus de ça, à côté, reste 1 heure dans un bain de glace. Hein, c'est le maître reconnu par les Tibétains. Ido Portal, parce que j'adore toute sa philosophie autour du mouvement, autour de la physicalité. Et le gars, c'est une tête. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire son stage intensif à Lisbonne d'1 semaine. Donc 1 semaine avec lui, on s'entraîne 8 heures par jour, c'est une machine de guerre. J'ai jamais vu ça. J'étais sur les rotules. J'étais avec un pote qui est hyper sportif aussi, pareil, David, que je salue. Euh, tu as à peine le temps de manger, de faire une sieste d'1 demi-heure dans la journée, tu t'entraînes 8 heures par jour. C'est mortel. Et ce petit gars est à la fois un philosophe, un spécialiste en physiologie. Tu peux lui discuter de tout et n'importe quoi. Il a lu, il connaît le sujet. Et en plus de ça, il te fait un backflip comme ça, nickel chrome, sans élan. Euh,
Bref, Ido Portal, ça a été un des grands mentors. Euh, j'ai beaucoup aimé tout le travail de Charles Poliquin, et c'est pour ça que je suis allé me former auprès de Christian Thibaudeau, qui est plus ou moins son descendant, entre guillemets. Euh, Mathieu Boulet, qui est devenu un ami en posturologie, qui m'a formé en posturologie, qui est un grand monsieur qui également, lui, est engagé. Hein, vraiment, il prône une certaine philosophie de la vie. Il n'est pas juste là pour vous parler de posture et de posturologie. Il est aussi là pour essayer de transmettre des valeurs. Euh, Puis les grands personnes les grands mentors qui m'ont influencé, c'est évidemment ma famille. C'est d'abord mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Euh, j'ai mis cet ordre-là, mais il s'est mélangé. Ils sont tous à la même hauteur. Ce sont des maîtres parce que ils m'ont transmis des choses, ils m'ont fait grandir par leur qualité, par leurs défauts. C'est-à-dire que j'apprends aussi. Bismarck disait, et ça je l'ai appris de mon pote Idriss Aberkan, qui est aussi un de mes mentors et un de mes meilleurs amis. Je salue Idriss. Idriss m'a appris que, cette citation, euh, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Les gens, le commun du mortel apprend de ses propres erreurs, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de remercier, encore une fois, les membres de ma famille pour toutes les erreurs qu'ils ont fait dans leur vie et les conneries qu'ils ont fait. Et d'apprendre et de me dire, mais je ne ferai pas la même chose. Tu vois, mon père, il n'a pas pris soin de lui, il est mort d'une leucémie. Parce qu'il faisait des conneries. Il a mangé de la merde toute sa vie, fast-food, pizza, il faisait sans doute pas assez d'exercice. Voilà, il a fait après des régimes draconiens. Il perdait 30 kilos, en fait. Tu vois, il y a des trucs qui n'allaient pas. Et puis, il stressait trop. Et puis, il n'y avait pas assez de dialogue dans la famille entre sa maman, entre ma maman. Tu vois, il y a des conflits triangulaires assez terribles. Mais ça, c'est comme si mon cerveau, il avait pris des notes. Il dit, bon, il ne faut pas faire ça dans la vie. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et apprendre des autres, c'est une clé, vraiment, pour moi. Donc, voilà, mes grands mentors, c'est ces gens-là. Et après, les coachs et les prépas physiques que j'ai pu voir, mais aussi les maîtres de yoga, mais aussi, etc. Et puis moi-même, j'ai envie de dire, tous les matins, où je me dis, bon, là, j'essaie de penser aux bonnes choses et aux erreurs que j'ai faites et essayer d'avancer du mieux que je peux dans ce truc bizarroïde que personne ne comprend qu'est la vie. C'est top, c'est top. Et tu vois, pour avoir écouté déjà pas mal de vidéos et de podcasts de toi, j'avais mis entre parenthèses ton père parce que j'étais sûr que tu allais le citer avec tous les membres de ta famille. Donc, c'est top. J'adore vraiment ta réponse. Si tu avais à conseiller trois livres ou podcasts ou sources d'information, de divertissement qui t'ont marqué et que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent. Alors, on a cité beaucoup de fois Taleb, alors je ne vais pas le répéter. Ouais, voilà. Hors Taleb. Euh, mais lisez Taleb, obligatoirement. Euh, ouais, alors, côté philosophique, on a Patrice Franceschi, qui a écrit L'éthique du samouraï moderne, qui est un bouquin tellement bouleversant que j'ai dû le surligner avec mon code couleur toutes les pages, en vert, en rouge, en bleu, et j'ai dû le lire je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois, c'est ma Bible, ça m'accompagne partout. J'en ai 3 exemplaires constamment. Donc j'en ai un beau que je garde de côté, j'en ai un pour mon sac à dos, et j'en ai un autre que j'ai en rab le jour, si jamais il y a une catastrophe et que les 2 autres brûlent. Et j'essaye d'offrir au maximum autour de moi. Donc, l'éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi, ce grand monsieur qui nous est contemporain, il est toujours vivant. C'est un aventurier à la Mike Horn, si tu veux, mais il associe en plus qu'il s'engage au niveau humanitaire. C'est un militaire, il va défendre les peuples isolés et qui seront exploités. Pour lui, il met vraiment sa vie en jeu. Là où Mike Horn, j'adore Mike Horn, mais c'est plus le voyage et l'expédition pour lui-même. Il se met dans des difficultés et des défis qui sont sportifs, qui sont incroyables. Mais il n'y a pas ce côté je m'engage pour les autres. Tu vois. Et Patrice Franceschi, en fait, il part sur son bateau. Hein, c'est un navigateur aussi entouré des bouquins de tous ces philosophes. Alors, chez lui, dans sa bibliothèque, il a Marc Aurèle, Sénèque, voilà, les grands stoïciens. Et descendant de ce stoïcisme, il écrit des bouquins. Et c'est extrêmement puissant. Donc, Patrice Franceschi, L'éthique du samouraï moderne, dans la même veine un peu de l'antifragilité, la résilience, tout ça, vous avez David Goggins. Alors malheureusement, son livre Can't Hurt Me, il ne sera pas en français.
Il sera que en anglais, mais David Goggins s'écrit G-O-2-G-I-N-S. Il a fait tous les podcasts américains de Rich Roll, de Joe Rogan, de tous les plus grands podcasts. Donc il y a aussi des interviews anglaises de lui sur YouTube. Et lui, c'est pareil, c'est des défis complètement dingues. Sortir de la zone de confort, lui, c'est son quotidien. C'est une machine. Et son discours est extrêmement inspirant et très impactant. Donc voilà un autre, si vous voulez, de l'inspiration, ça c'est super. Et puis après, au niveau renfo, physique, prépa physique, etc., bah là, faut se tourner vers Emmanuel Lejar, pour citer un Français, Legerd, qui est un très, très, très grand monsieur du monde de la force et de l'entraînement. Et France Bosch, on va rester dans les Européens, Bosch, qui lui va très loin aussi dans l'étude. Ah, bah alors là, pour moi, avec ça, tu navigues à peu près partout parce que qu'est-ce que c'est beau. Voilà, pour moi, c'est de la poésie, pour toi aussi, à mon avis. C'est-à-dire, on rentre là-dedans, c'est magnifique. Donc, voilà, s'il fallait citer que eux deux, ce serait déjà très bien pour tous ceux qui sont passionnés de prépa physique. Ouais, on va se tenir là, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est super. Pour ceux qui t'ont entendu rigoler, je viens de montrer à l'écran le livre de Franz Bosch, c'est pour ça. Ouais. Super. Alors là, c'est toujours pareil, réponse rapide. Si tu avais un nom ou Je une sais pas faire les réponses rapides, je suis désolé. Je sais, mais c'est top parce que après, c'est surtout que j'ai pas envie de te prendre plus de temps que ce qu'on avait Ah non. prévu, mais voilà, je me régale. Hmm. Euh, Si tu avais un nom ou une profession ou une thématique, même si le podcast est jeune et que j'ai fait des formats solo, mais dans l'avenir, si tu avais quelqu'un ou une thématique à me conseiller, qu'est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast? Ou qui est-ce que Ah, tu aimerais entendre? pas facile, ça. Euh, Bah, j'ai cité mon pote Idriss Aberkan, qui est pour moi un génie, tout simplement, et je mâche pas mes mots, hein, je mesure à la portée de mes mots. C'est une personne qui peut te surprendre aussi bien par ses connaissances en poésie, en géopolitique, en économie, en physiologie, en neurosciences. C'est notre Léonard de Vinci actuel, croisé avec un Albert Einstein, et croisé avec un sacré caractère aussi, l'enfoiré. Mais c'est pour ça que je l'aime énormément et que c'est un très bon ami. Et en plus, on a les mêmes références, c'est-à-dire le gars, il connaît Dragon Ball, il connaît le Club Dorothée, il écoute les mêmes conneries, on a le même humour, donc c'est un régal à tous les plans et je suis très fier de compter cet homme-là parmi mes amis. Donc avoir idée sur ton podcast, alors là, franchement, ce serait Là, beau. ça serait un Je te le objectif, souhaite je pense qu'il. grandement. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est clair. Euh, Ensuite, sortir des sentiers battus, peut-être, parce qu'en prépa physique, voilà, ce serait beau que tu aies les grands noms qu'on a en France, que tu aies Didier Reis, que tu aies voilà, certaines personnes voilà, qui sont extrêmement pertinentes, tous ceux qu'on a cités avant, mais des thématiques. Euh, Moi, j'adore les thématiques qui se croisent. Donc, c'est vrai que sur Vérisme TV, sur Vérisme, tu vois, le terme, il veut tout et rien dire. Les gens, il y a certaines personnes qui, à mon avis, savent pas du tout ce que ça veut dire. C'est juste, encore une fois, c'est mon père qui me l'a transmis, mais c'est juste rechercher la vérité. Du mieux que je peux, rechercher la vérité. Donc, c'est une recherche, c'est surtout pas prétendre qu'on l'a trouvée. Et donc, c'est pour mettre en exergue le fait que sur ma chaîne, j'essaye de croiser, en fait, de faire se rencontrer plein de thèmes différents. La prépa physique avec les neurosciences, avec l'architecture, avec la Hmm. physiologie, etc. Et que donc, ouais, je te souhaite de recevoir des gens qui vont te parler de biotenségrité, qui vont te parler de concepts, de philosophie. Euh, voilà, des trucs qui seront pas forcément que rattachés à la prépa physique. Et là, ça pourrait être super intéressant. Ouais, c'est super. En tout cas, je souhaite inviter surtout des passionnés qui pourront parler voilà, de choses qui les fait vibrer au quotidien. C'est ça le plus important. C'est clair. Euh, il me reste une dernière question. Si tu avais, alors je l'ai mis au singulier, au pluriel, à toi de voir si tu avais un conseil rapide ou des conseils rapides que tu aimerais transmettre au plus grand nombre. On va dire trois maximum. Si. Wow.
Soit pour Notez résumer ce podcast, soit pour… je vais essayer d'être rapide. Notez les choses. Vraiment, tenez un journal. Tenez un journal, notez les choses. Notez tout. Notez vos pensées du jour, notez vos entraînements, notez vos ressentis. Trop de fois, je vois des sportifs qui notent juste leur entraînement. J'ai fait 3 séries de trucs où j'ai fait un entraînement fartlek, j'ai fait un machin, et ils mettent pas leur ressenti. Mais comment tu t'es senti? De 1 à 10, l'effort, note-le. Tu vois, il n'y a pas de ressenti. Mais ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu as fait 3 séries de 12? C'est savoir qu'est-ce que tu as ressenti. Notez vos pensées, notez si vous avez la discipline, justement, on parlait de discipline tout à l'heure, de naviguer avec vous-même, de communiquer avec votre propre narration interne, vos gains, non seulement concrètement sur le terrain, vont être accentués, mais en plus, vous, personnellement, vous passerez une vie beaucoup plus heureuse si vous savez dialoguer avec vous-même. Donc ça, pour moi, c'est le concept fondamental, c'est la narration interne. Deuxième conseil, soignez votre sommeil, parce que ça doit passer par là. Vraiment, inquiétez-vous de ça. Dites-vous, bon, est-ce que j'ai fait bien gaffe? Et pour soigner son sommeil, ça va être le troisième, ça va être euh, mon contact avec la nature et surtout l'exposition du soleil. Est-ce que je passe du temps dehors? Parce que vraiment, on a dans notre rétine les neurones à mélanopsine qui gèrent vraiment notre horloge biologique et que tout ça, ça régule notre acrophase du cortisol, notre sécrétion de mélatonine et que donc tous les processus après qu'on essaye d'optimiser par l'alimentation, par le bain froid, etc., c'est peanuts, c'est que dalle parce que ils dépendent de l'horloge biologique. Donc, on essaie toujours de corriger en bout de course, quoi. Mais ça, si vous corrigez déjà de base l'état du système, vous êtes beaucoup plus puissant. Donc, c'est voilà, Euh, tenir un journal, vraiment optimiser son sommeil et être dehors, contact avec la nature et lumière du soleil. Voilà, c'est tout. C'est parfait. C'est parfait. Bon, en tout cas, merci Pierre. J'en attendais, enfin vraiment, ça dépasse mes espérances. Ce premier podcast, tu vois, tu seras le premier, j'espère, d'une longue liste d'interviews. Super. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, on l'a dit au début, mais où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent suivre toutes tes transmissions d'informations? Ben, avant de faire mon coin promo, je vais d'abord te remercier, Maxence, parce que passé un super moment. Et quand tu m'as dit tout à l'heure quelque chose, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, mais déjà? Donc, quand je parle comme ça avec quelqu'un qui est passionné, c'est vrai que les paroles coulent d'elles-mêmes parce qu'on est sur la même longueur d'onde et c'est vraiment très, très plaisant. Et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast se sont régalés aussi. Voilà, donc moi, je te remercie énormément et je souhaite longue vie. Je suis très fier d'être le premier invité. Je souhaite que tu reçois des invités de folie. Euh, et vous me retrouvez sur YouTube, c'est Verisme TV. Vous me retrouvez sur Instagram, c'est Verisme TV. Vous me retrouvez sur Facebook, c'est Pierre Verisme, ça change. Vous me retrouvez sur Internet, mon site Internet, c'est hormez.com. Là, vous trouverez mes formations en ligne. Si vous êtes un athlète ou un professionnel du sport, c'est là où j'accompagne aussi les professionnels du sport. On en a parlé au début du podcast. Donc, il y a une case spéciale, une page spéciale pour les professionnels du sport. Et puis, c'est tout, il me semble. Twitter aussi, mais Twitter, je m'amuse juste à retweeter les tweets d'Idriss et à envoyer des blagues de temps en temps. Donc, c'est pas très passionnant. Mais là où je suis le plus actif, c'est Instagram, où c'est un peu plus personnel, où je montre mes entraînements, etc. Et YouTube, où c'est vraiment les vidéos YouTube, physio, etc. La loi de l'hormèse, tout ça. Ouais, c'est super. Bon, merci beaucoup. De toute façon, on mettra les liens, tu m'enverras tout ça, on mettra les liens dans la description pour que les gens qui écoutent et qui s'intéressent et qui veulent aller plus loin dans tout ce qu'on a dit, parce qu'on était sur un format d'une heure et quart à peu près là, puissent aller chercher l'information. Les formations, n'hésitez pas, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. C'est vraiment du top qualité, il y a de quoi faire. Euh, Merci encore Pierre. C'est moi qui J'espère te que remercie. peut-être on pourra refaire un autre podcast parce que c'est vrai que le temps est passé très vite. Je suis Euh, à ta disposition. plein de sujets, mais voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que vous aimerez autant que moi le moment que je viens de passer là.
et n'hésitez pas à le partager en masse.